Mesdames et messieurs les députés, Madame la ministre, très chère Georges Monjoint, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et messieurs les élus, chers collègues, Mesdames, Messieurs, en haut degré d'égalité, comme on dit. 27 avril. 27 avril, c'est une date importante. C'est une date complexe, car nous qui sommes si attachés à la mémoire, nous n'oublions pas que le 27 avril, pas seulement la journée où l'esclavage fut définitivement aboli dans les colonies françaises, mais que c'est aussi aujourd'hui la journée de la déportation. Et il n'y a pas de hasard. Toutes les mémoires se valent. Et vous vous doutez qu'il ne m'est pas indifférent, après tant d'années de travail, de me retrouver devant cet immeuble où a vécu le chevalier de Saint-Georges et de lui rendre, avec vous, un solennel hommage au nom de la municipalité, du 6e arrondissement, au nom de la ville de Paris, mais aussi du fait de votre présence, Monsieur le Premier ministre, au nom de la République. Cela me renvoie au temps où j'ai entendu pour la première fois la musique du chevalier et le peu qu'on disait de lui à la radio, souvent n'importe quoi d'ailleurs, au temps où j'avais de m'en chercher une biographie qui lui soit consacrée, au temps où j'ai parcouru des dossiers poussiéreux dans les archives et où j'ai presque miraculeusement ouvert un jour un registre à la bonne page. On y voyait inscrit qu'un enfant, il y a des enfants avec nous ce soir, on y voyait inscrit qu'un enfant nommé Joseph voyageait avec sa mère esclave, en qualité d'esclave, conformément au Code noir, alors en vigueur. Il était écrit que le petit Joseph, qui n'avait qu'un prénom et pas de patronyme, était là pour servir sa maîtresse pendant la traversée. Cet enfant, le petit Joseph, eh bien, c'était lui, le chevalier, celui que nous célébrons aujourd'hui et dont nous allons tout à l'heure entendre la musique extraordinaire. La découverte de ce registre à Bordeaux, c'était, je crois, ma femme me contrôlera si je dis des bêtises, à la fin de l'été 2000. Il y a 25 ans de cela. J'avais enfin la preuve que le chevalier de Saint-Georges était né esclave et que malgré cela, il parviendrait à se faire un nom, comme on dit, à être admiré par les riches et les puissants, et à devenir ensuite un héros de notre République en levant pour la défendre un corps franc composé d'anciens esclaves. 1792. Au-delà de la vérité historique que j'avais révélée dans un livre 4 ans plus tard, en même temps que Bartabas, de mon initiative rendait hommage à Saint-Georges, c'est une voie qui m'était tracée pour que la mémoire de l'esclavage puisse être envisagée autrement. Pas d'une manière misérabiliste et finalement blessante, à force de paternalisme gauche, mais en commençant par rendre hommage dignement aux grandes figures issues de nos Outre-mer, marquées par l'esclavage et injustement oubliées. Pas en affichant des listes interminables de noms attribués d'office par les anciens esclavagistes en 1848 au risque de surenchérir par rapport à d'autres mémoires. Toutes les mémoires, je l'ai dit, c'est valent. Et il n'y a pas de concurrence des mémoires. À d'autres drames. Mais en commençant par honorer celles et ceux qui se sont distingués par leur vertu et par leur talent. Pas en faisant de l'histoire de l'esclavage une affaire de couleur de peau, mais en montrant que c'est un moment tragique de l'histoire de France qui affectait nos Outre-mer et qui les affecte encore, toutes couleurs confondues. Pas en superposant l'histoire de nos Outre-mer à celle de nos anciennes colonies d'Afrique, parce que la déportation d'un continent à l'autre, pour être enchaîné, fouetté, martyrisé, violé aussi, c'est une souffrance que nos anciennes colonies d'Afrique, qui ont évidemment connu des drames, n'ont pas connu. Parce que l'effacement de la mémoire de l'esclavage, c'est une peine supplémentaire que les Antillais, les Guyanais, les Réunionnais, les Mahorais, 27 avril, c'est une date mémorielle importante pour Mayotte, ont encore à gérer. Pour beaucoup de leurs compatriotes, ces ultramarins, issus de la traite négrière, dont je suis fier de faire partie.
Ce sont des Noirs comme les autres. On leur demandera plus d'une fois d'où ils viennent, comme s'ils venaient de débarquer, en clandestin peut-être. Et c'est vrai que leur histoire est encore quelque peu clandestine. Pas pour dresser les Français les uns contre les autres, mais pour leur faire connaître à tous ces personnages que les préjugés ou la gêne de certains historiens d'autrefois, et malheureusement aussi d'aujourd'hui, avaient laissé de côté, ont laissé de côté, que nous redécouvrons aujourd'hui avec bonheur et fierté. Quitte à déplaire, je tiens à souligner que celles et ceux qui diraient que le chevalier de Saint-Georges est simplement un musicien noir ne nous rendent pas service. D'abord parce que la musique, et on le verra bien tout à l'heure, n'a pas de couleur. Ensuite parce que la mère du chevalier, dont le signalement nous est donné dans le même registre que celui que j'ai retrouvé à Bordeaux en 2000, était déjà le fruit d'un métissage. Des historiens autoproclamés ont voulu la faire naître en Afrique, très bien, mais elle a vu le jour en Guadeloupe. Fille d'esclave, née esclave, peu importe sa couleur. Enfin parce que le père du chevalier était un esclavagiste, issu d'une famille hollandaise, les Bologne, van Bolognienne. Cette famille était protestante, peut-être juive à l'origine, je ne sais pas. Comme la plupart des Hollandais passés par le Brésil et finalement installés en Guadeloupe pour y développer la culture du sucre où ils excellaient. L'histoire, vous le savez, est complexe. Saint-Georges est le fruit de cette complexité, de ces contradictions. Mais le métissage auquel nous sommes très attachés en France, et moi en particulier, est une richesse. C'est notre richesse française. Si tous ceux qui se disent descendants d'esclaves avaient, comme moi, pris connaissance de leur ADN, pas en France, c'est interdit, mais à l'étranger, ils s'apercevraient qu'ils sont aussi bien souvent descendants d'esclavagistes. Et oui, sans que ce soit possible de dire si ce lointain mélange qui les définit est le fruit d'un viol ou d'une idylle, comme ce fut certainement le cas pour les parents du chevalier, car non seulement le jeune Saint-Georges a vécu ici, mais ses parents aussi, la femme esclave, le père esclavagiste, en couple discret, mais probablement uni. C'est grâce à la mère esclave de Saint-Georges que nous pouvons poser cette plaque, parce qu'elle s'est déclarée à l'administration. Je crois que c'était en 1762, comme la réglementation raciste de l'époque l'y obligeait. Elle a donné son adresse, cet immeuble, certainement sans imaginer qu'un jour, le Premier ministre de la France serait là, et qu'on apposerait une signalétique sur la façade. Vous voyez comme l'histoire aime aussi à se revancher. Nanon, elle s'appelait Nanon. Nous savons qu'elle est morte peu avant son fils, 1795, dans ce qui est aujourd'hui notre 6e arrondissement, et nous en sommes fiers. Et puis cette plaque, ce n'est pas seulement une mémoire de Saint-Georges, c'est aussi pour rendre justice aux 200 000 ultramarins qui vivent à Paris, 200 000, et dont on ne parle jamais, ou plutôt dont certains ne parlent qu'au moment des élections, ne voyant en eux qu'une variable d'ajustement, bien utile, mais sans jamais leur donner la place qu'ils devraient légitimement occuper dans nos institutions, dans nos assemblées. Voyez-vous, il y a 503 élus à Paris, 503, 163 conseillers de Paris, 340 conseillers d'arrondissement. Les ultramarins, je vous l'ai dit, représentent 10% de la population. À ma connaissance, il doit y avoir moins de 10 élus. C'est étrange. Oui, 10% qui sont nés dans un département d'outre-mer, souvent antillais, très souvent guadeloupéens comme Saint-Georges. J'ai eu la joie et l'honneur d'en marier, pas samedi dernier, mais le samedi d'avant, un de ces Parisiens venus des Outre-mer. Et il était né aux Antilles, il vit dans le 6e, et j'ai cru déceler, monsieur le maire, de la fierté dans son regard, quand il a vu que c'était moi qui allais le marier, qui allait officier, saint par délégation de l'écharpe tricolore. Ces Parisiennes et Parisiens originaires de nos Outre-mer, beaucoup ne les voient pas, ne les imaginent pas, sauf quand ils sont dans les équipes qui remportent les médailles, et encore. Mais si elles s'arrêtaient tout d'un coup,
nos courageuses infirmières, nos valeureuses aides-soignantes, de nous secourir dans nos hôpitaux parisiens. Je vous rappelle qu'elles ont tenu la main à plus d'un malade pendant toute la période du Covid et qu'on ne les a jamais remerciées. S'ils s'arrêtaient de trier et de nous apporter notre courrier, nos héros de la poste, s'ils cessaient de nous transporter, nos conducteurs de métro et de bus, s'ils n'assuraient plus la continuité de nos services publics, nos fonctionnaires, des finances, de la justice, de l'éducation, s'ils cessaient de nous protéger, nos policiers, alors on comprendrait peut-être ce qu'ils apportent de précieux à Paris et à la France. C'est pour eux aussi cette plaque, pour qu'ils sachent qu'ils n'ont pas été les premiers à fouler le sol de Paris, qu'ils ont à partager des héroïnes, des héros qui se sont battus pour être simplement, comme le disait René Maran, des femmes et des hommes comme les autres. De grandes figures de notre histoire qui ont habité Paris, plus particulièrement ce 6e arrondissement. Le chevalier de Saint-Georges, ici. Le général Dumas. Guillaume Le Thiers, auquel nous avons rendu hommage et qui a peint son fameux tableau « Le serment des ancêtres » dans cet arrondissement, rue de l'Abbaye. Alexandre Privat d'Anglemont, écrivain de la Guadeloupe. Alexandre Dumas, qui voit une petite chambre, rue de Sèvres, pour y rencontrer une de ses amis. Victor Mazuline, qui a d'abord été domestique, rue de Vaugirard, et qui ensuite est devenu député de notre République en 1848. René Maran, que j'ai cité, dont j'espère qu'on pourra lui mettre une plaque. Et puis, Tony Bloncourt, un des premiers résistants. Tony Bloncourt qui, ayant sa cible dans le métro, n'a pas voulu tirer dans le dos. Mais lui, on l'a fusillé de face. Aimé Césaire, 10 rue de l'Odéon. Gaston Monerville, dans un palais tout proche du 6e arrondissement, 2e personnage de l'État, et tant d'autres. On pourrait aussi y ajouter Severiano de Heredia, né esclave à Cuba. Severiano de Heredia, président du conseil municipal de Paris en 1879, c'est-à-dire maire de Paris. Est-ce que vous pouvez imaginer ça aujourd'hui? Des esclaves. Ils n'étaient pas seuls. Des femmes, des hommes, qui n'avaient pourtant pas la même histoire, dans ce même arrondissement, les ont soutenus, car ils partageaient les mêmes valeurs. Olympe de Gouges, l'abbé Grégoire. J'en profite au passage pour adresser publiquement mes remerciements à Jean-Pierre Lecoq, maire du 6e arrondissement, qui nous permet aujourd'hui d'assister à cette belle cérémonie. Voici 5 ans, il nous a accueillis dans son équipe, Mes Combats et moi, sur sa liste, en 3e position, une place très convoitée, parce qu'il trouvait utile que je puisse me faire entendre au Conseil de Paris, et parce qu'il trouvait juste que je sois élu là où je demeurais depuis longtemps et tout près de l'endroit où je suis né, même si on m'a souvent demandé d'où je venais. Une plaque, c'est bien, mais puisque nous y sommes, j'espère qu'un jour il y aura aussi des statues dans cet arrondissement, pour Saint-Georges, pour le général Dumas, bien sûr, qui travaille depuis longtemps, et puis pour tous les autres. Et puis tant que nous y sommes, un musée peut-être, un musée des Outre-mer, qui explique à toutes les Parisiennes, à tous les Parisiens, à toutes les Françaises, à tous les Français, à tous les jeunes, qui explique tout ce que je viens d'évoquer. Cette histoire complexe est tellement simple, à la fois admirable et effroyable, qui est l'histoire de nos Outre-mer, et qui donc est l'histoire de la France, une autre histoire, mais notre histoire à tous. Vive les Outre-mer, vive la mémoire du chevalier de Saint-Georges, vive la République et vive la France.